On accueille ce soir M. Jared Taylor qui a accepté de venir donner une petite conférence. Alors, c'est un plaisir de vous voir ici avec nous. Pour la durée de la conférence, je vous demanderai d'éteindre les téléphones ou au moins de fermer le son. La conférence va être enregistrée. Alors, j'aimerais que vous applaudissiez, que vous accueilliez chaleureusement M. Jared Taylor d'American Renaissance. Bien, merci beaucoup. Je vais m'asseoir. J'espère que ça ne vous dérange pas. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs qui m'ont permis de vous adresser la parole aujourd'hui. Je suis très content d'être venu avoir cette possibilité de discuter avec mes amis canadiens. Et dès le début, je veux que quelque chose soit entièrement clair. Et c'est ce que j'ai dit sans aucune hésitation, que les peuples de l'Europe et les peuples d'origine européenne qui se sont implantés hors de l'Europe ont le droit de rester majoritaires dans leur propre pays. Les Blancs, comme tous les autres peuples du monde, ont le droit d'avoir des vraies patries, et un peuple ne peut avoir une patrie s'il ne reste pas nettement majoritaire. C'est le cas pour les États-Unis, pour le Canada et bien sûr pour le Québec. Et comme vous le savez, il n'y a aucun pays de l'Occident qui affirme officiellement le droit de maintenir et de garder son identité, qui est à la fois culturelle et biologique. Et par conséquent, à part certaines exceptions possibles dans les pays de l'Est, tous les pays du peuple européen subissent actuellement une transformation démographique qui mènera dans quelques décennies à la disparition des majorités blanches et en long terme à la disparition des blancs eux-mêmes. Et voilà, est-ce que ça ne marche pas? Non, ça ne marche pas. Et voici en bref la crise mondiale qui affronte notre race, la race blanche. Mais ce soir, je voudrais vous parler d'un tout petit détail de cette crise. Je voudrais vous parler des rapports entre l'immigration en Amérique et la politique, et aussi un peu de l'avenir du Parti républicain face à l'immigration. Et comme je vous dis, ce n'est qu'un petit détail dans la transformation démographique de votre voisin du Sud. Mais c'est dans les détails qu'on trouve les preuves des idées un peu plus abstraites. Et tout d'abord, la population américaine, comment a-t-elle changé depuis les derniers 50 ans? Comme vous voyez, si on remonte jusqu'en 1960, vous verriez que le pourcentage des Blancs était à 90%. Et maintenant, le pourcentage des Blancs est descendu vers 62-63%. Et selon les projections officielles, les Blancs seront minoritaires à partir de 2040. Et selon ces diapositives, c'est après 2040, mais les faits ont dépassé cette diapositive. Et si on va encore plus loin, selon les projections maintenant, en 2060, les hispaniques qui sont en hausse, comme vous voyez, les hispaniques seront majoritaires aux États-Unis et les blancs, il n'y aura que 30% de la population. Et parmi ces hispaniques, il y aura un poignet de blancs, mais la grande majorité, ils seront des Amérindiens et des mestizos. Donc ça veut dire que dans une période de seulement 100 ans, et ça du point de vue historique, c'est un clin d'œil, l'Amérique aura passé d'un pays qui était 90% blanc à un pays majoritairement hispanique. Alors, pour mettre les choses un peu d'une manière simpliste, le Mexique, parce que la majorité de ces hispaniques seront mexicains, dans 100 ans, le Mexique aura absorbé les États-Unis. Et c'est quelque chose de tout à fait choquant, mais il n'y a aucune voix publique qui se lève contre cette transformation. Alors pourquoi? Je crois que vous pouvez très bien imaginer pourquoi. C'est parce que si quelqu'un dit qu'il est contre cette transformation démographique, il est immédiatement traité de raciste.
Et bien évidemment, ce genre de remplacement de peuple, ça va tout changer. Mais limitons-nous pour l'instant aux questions de politique. En Amérique, et sans doute au Canada aussi, il y a entre les différents groupes et les races beaucoup de différences en ce qui concerne leur conception de la politique et de l'État. Comme vous savez bien, la droite américaine se méfie par exemple beaucoup du pouvoir de l'État. La droite croit que le marché libre, ça distribue les ressources bien plus efficacement que l'État, et quand l'État prend en charge une fonction, il l'exerce d'une manière très inefficace. En même temps, la droite considère que l'individu doit se débrouiller sans l'aide de l'État. Et la droite déteste les impôts et considère que les subventions aux pauvres encouragent les comportements peu désirables et donc aggravent les problèmes au lieu de les résoudre. Il y a d'autres différences, bien sûr, entre droite et gauche, entre démocrates et républicains, mais voilà un peu l'essentiel. Vous pouvez passer au prochain diapo. Et voici, vous voyez, les différences de mentalité très claires entre les races. Selon les sondages, 65% des Blancs pensent que l'État fonctionne d'une manière inefficace et gaspille les ressources. Et seulement 40% des Noirs et des Hispaniques disent la même chose. Et en même temps, à l'autre côté là, une grande majorité de Noirs et des Hispaniques, 80%, croient que l'État a le devoir de garantir à tous nourriture et logement, tandis que le nombre de Blancs qui croient la même chose est plus faible, 53%. En général, les non-Blancs aiment l'État providentiel parce que c'est les Blancs qui paient les impôts et les non-Blancs qui reçoivent les subventions. En même temps, il y a autre différence intéressante entre les races. Prochain, s'il vous plaît. Et vous voyez ici, 50% des Noirs, 47% des Hispaniques croient que le succès dans la vie, ça ne dépend pas de nous. Et c'est que c'est le hasard et les circonstances qui déterminent le succès ou l'échec dans la vie. Seulement 30% des Blancs pensent de cette manière. Et pour les non-Blancs, l'État n'est pas du tout une menace, c'est la source de toutes sortes de bonnes choses gratuites. En même temps, si on regarde l'autre graphique là, il n'est pas surprenant de trouver que les Noirs et les Hispaniques sont majoritairement d'accord avec la discrimination soi-disant positive à leur égard. 60% pensent que c'est nécessaire, tandis que seulement 20% des Blancs sont d'accord. Alors, enfin, une autre question. Prochaine, s'il vous plaît. Quand on demande à un hispano-américain quelle est son identité nationale ou ethnique principale, 51%, ils disent que c'est leur pays d'origine. Ça veut dire qu'ils se considèrent tout d'abord mexicains ou guatémaltèques. 24% diraient que leur identité c'est hispanique ou latino. Et seulement 21% se considèrent américains. C'est la même chose pour les portoricains. Eux, ils ont la citoyenneté américaine, bien sûr, et ils voyagent avec un passeport américain, mais seulement 25% des portoricains se considèrent américains. Les hispaniques, donc, n'ont pas beaucoup de loyauté à l'égard des États-Unis et ils s'identifient avec leur pays d'origine ou le fait d'être hispanique. Et par conséquent, du point de vue politique, ils soutiennent l'immigration massive pour que leur nombre puisse augmenter et que leur influence s'accroisse dans tous les domaines de la vie. Et quels sont les résultats politiques de cette mentalité? Comme vous savez bien, chez nous en Amérique, on n'a que deux partis principaux, le parti républicain, qui représente une droite plutôt molle, qui est devenu essentiellement le parti des Blancs. Nous avons aussi le parti démocrate, est devenu le parti des non-blancs et des blancs gauchistes. Le prochain, s'il vous plaît. Alors ici, vous voyez le pourcentage de chaque race qui a voté républicain dans les dernières élections. Et ça, c'est les candidats, et en rouge, c'est le candidat qui a gagné.
Alors, les chiffres pour 1992 sont un peu faussés parce qu'il y avait un candidat tiers. Il y avait le Reform Party de Ross Perot qui a gagné à peu près 20%. Donc, le nombre de blancs qui ont voté républicain avait baissé. Mais, si vous regardez bien, la vote pour les Noirs, le dévouement au Parti démocrate est vraiment extrême. Depuis ce temps-là, les républicains gagnent à peine 10% de leurs voix. Et lors des élections de 2008 et 2012, quand il y avait un candidat noir, les Noirs ont voté à peu près 95% pour le candidat noir. Le vote hispanique, comme vous voyez, c'est un peu moins concentré. En 2004, Bush, fils, quand il a emporté sur John Kerry, les républicains ont gagné un taux record du vote hispanique, ça veut dire 40%, vous voyez là. Mais depuis, avec M. Obama, candidat démocrate, les républicains commencent à perdre beaucoup de votes hispaniques. Avec les blancs, comme vous voyez, le taux qui vote républicain est en hausse. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Quand vous regardez en l'an 2000, quand Bush fils, il a battu Al Gore, il a gagné l'élection avec 54% du vote blanc. En 2004, il a gagné avec 58%. Par contre, en 2008 et 2012, les républicains ont perdu les élections, en dépit du fait d'avoir gagné 55% et ensuite 60% du vote blanc. Alors, comment est-ce qu'on peut gagner 60% du vote blanc, ce qu'a fait M. Romney, et quand même perdre une élection présidentielle? Alors, il y a deux raisons. Tout d'abord, les non-blancs ont voté pour M. Obama d'une manière écrasante. 95% des Noirs, bien sûr, mais aussi 70% des Hispaniques et des Asiatiques. Les non-blancs ont voté en bloc pour le candidat non-blanc. Et la deuxième raison pour laquelle on peut perdre une élection, même après avoir gagné 60% de la vote blanche, c'est parce que le corps électoral est en train de changer. Prochain, s'il vous plaît. Comme vous voyez ici, en 1980, les Blancs étaient 87% des électeurs. Mais l'année dernière, en 2012, c'était seulement 72%, une baisse de 15%. Si le corps électoral en 2012 avait les mêmes pourcentages de Blancs qu'en 1992, un candidat qui gagnait 60% du vote blanc aurait gagné l'élection facilement, même si aucun non-blanc n'avait voté pour lui. Et maintenant que le poids des blancs est en baisse, les blancs peuvent préférer de loin un certain candidat, mais ils seront gouvernés par un président choisi par des non-blancs, avec l'appui d'une minorité des blancs gauchistes. C'est vraiment un changement dramatique dans la vie politique américaine. Et alors, le Parti républicain, comment est-ce qu'ils réagissent à tout ça? Pour eux, parce que les hispaniques, leur nombre sont en hausse, ils ont décidé de faire appel aux hispaniques. Et comment faire ça? Alors, voter au Congrès pour les projets de loi maintenant pour l'amnistie pour les immigrants clandestins. Et leur raisonnement, c'est que la grande majorité de ces 12 ou 13 millions d'immigrants clandestins sont hispaniques. Et ce que pensent les républicains, c'est que si on leur accorde une amnistie qui leur permette de devenir citoyens, les anciens clandestins seront tellement heureux et reconnaissants qu'ils vont voter pour les républicains pour le reste de leur vie. Alors bien sûr, c'est de la stupidité absolument pure. Les hispaniques qui sont régularisés sont pour la plupart des gens pauvres. Ils ne voteraient jamais pour un parti qui veut baisser les impôts sur les riches et diminuer les subventions sociales. Ces nouveaux citoyens vont voter encore plus farouchement démocrates que les hispaniques qui sont déjà en Amérique. Les républicains, donc, ont choisi la voie du suicide.
ils risquent de voter pour une amnistie qui va augmenter très clairement le corps électoral des démocrates. Et une fois que les clandestins seront régularisés, ils vont parrainer l'immigration de leurs parents au Mexique, qui eux aussi vont voter démocrate. Donc pour les républicains, c'est de la folie. Les républicains ont quand même un autre choix, s'ils veulent. 88% des gens qui ont voté pour M. Romney étaient blancs. 88%, c'est un chiffre énorme. Et en plus, aux élections présidentielles de 2012, le nombre de blancs qui ont voté était 7 millions de moins qu'en 2008. 7 millions de blancs ne sont même pas allés aux urnes. Et c'est parmi ces blancs-là, et peut-être parmi certains blancs qui ont voté démocrate avant et qui se sont fait braquer entre-temps par un Mexicain peut-être, où les républicains vont trouver des électeurs supplémentaires. Et c'est certainement pas chez les Noirs et les Hispaniques. S'ils avaient un peu de courage, les républicains feraient plusieurs choses très simples. Ils se battraient sans pitié contre la régularisation des clandestins. Ils lutteraient pour les mesures pour renvoyer les clandestins chez eux, et aussi ils battraient pour réduire l'immigration légale, qui est, elle aussi, composée à 85% des non-blancs qui vont voter démocrate. Ils se battraient contre tout système de discrimination soi-disant positive, qui n'est que la discrimination contre les blancs et qui est vivement détesté par les blancs. Alors, si les républicains avaient le courage de soutenir les intérêts des gens qui donnent leur appui au parti, c'est-à-dire aux blancs, ils auraient une possibilité de survivre. Il y aurait une chance qu'ils gagneraient des élections présidentielles et qu'ils préserveraient pour les États-Unis un corps électoral qui est capable d'envoyer un républicain à la Maison-Blanche. Pourtant, un choix pareil pour les républicains est impensable. On peut très bien soutenir les intérêts des non-blancs, mais les intérêts des blancs, alors, si on est pour, on est nazi. Les républicains ne peuvent même pas s'opposer aux augmentations de subventions sociales sans être accusés d'être racistes. Et normalement, comme vous savez, dans la vie politique, le but principal, le but numéro 1, c'est la survie. Les gens politiques feraient presque tout pour gagner une élection. Mais pour les républicains, il y a un but qui est encore plus important que la survie, et c'est de ne pas être accusé de racisme. Voilà pourquoi les républicains ont décidé de devenir une imitation pâle des démocrates. Et ça ne va pas attirer beaucoup de non-blancs, et ça risque aussi de repousser pas mal de blancs. Bon, donc, quant à moi, au niveau national, le jeu est fini pour les républicains. Enfin, s'il se produit, avant les élections prochaines, une crise catastrophique. Alors, comme on l'a eu en Grèce, par exemple, s'il y a des manifestations, etc., il y aura peut-être un dernier président républicain, mais à part ça, quant à moi, c'est fini. Il y aura toujours des congressmen et des sénateurs républicains, surtout dans le sud, et ils seront tous blancs. Mais un président républicain, pour moi, ça, c'est comme les dinosaures. De toute manière, l'augmentation des non-blancs pousse les États-Unis très nettement dans une politique de gauche. Là, il n'y a aucun doute. Et en même temps, et je crois que c'est très important, tous les groupes non-blancs, les Noirs, les Hispaniques, les Asiatiques, ils s'organisent systématiquement pour faire avancer leurs intérêts. Et ils luttent pour faire élire un des leurs. Dans une société multiraciale, une élection commence à se ressembler à un recensement racial. Les électeurs, au moins les électeurs non blancs, ils votent tout bêtement pour le candidat qui est de la même race qu'eux. Et dans une société multiraciale, la politique en tant que telle, la politique des grandes idées, de la vision, de la philosophie, cette politique s'efface devant une politique de race. À la limite, on peut imaginer
une Amérique de l'avenir majoritairement non blanche, souffrant de crises répétées de plus en plus horribles, qui devient un pays vraiment du tiers-monde où la politique n'est plus un débat entre visions différentes de la vie, mais tout simplement une lutte tribale pour le pouvoir. Alors, au moment de la première élection de M. Obama, beaucoup de commentateurs ont cru que les Américains allaient dépasser les conflits de race, qu'ils allaient passer outre à l'existence même de la race. Mais ils ont eu bien tort. Et après cette dernière élection présidentielle, où les divisions de race étaient si claires, on entend moins de ce genre de stupidité. Il est vrai que depuis les années 60, les Blancs ont fait un grand effort pour transcender la race, pour supprimer toute discrimination. Et l'inconvénient, c'était seulement eux qui ont fait cet effort. Et pour l'instant, les Blancs, et seulement les Blancs, n'osent pas s'organiser pour défendre leurs intérêts, mais au fur et à mesure, avec la décroissance de leur nombre, les Blancs seront obligés de se comporter exactement comme les autres. Au moins, j'espère qu'ils vont entreprendre la défense de leurs intérêts légitimes. Laissez-moi maintenant parler un peu de votre province, Québec. Je suis loin d'être une spécialiste de l'histoire ou de la culture québécoise. Mais d'abord, j'admire beaucoup un peuple qui a choisi comme devise « Je me souviens ». Je ne sais pas de quoi exactement les Québécois se souviennent, mais un peuple qui n'a pas la mémoire du passé n'aura certainement pas un avenir. Et j'admire aussi un peuple qui a pu garder une langue et une culture particulière au milieu de ce vaste continent anglophone, et face aux monstres du Sud qui écrasent toutes les cultures, même sa propre culture. Mais dans votre lutte pour préserver votre province, je crois que dans le cadre canadien, il a été très facile de se dire ce qui nous distingue des autres Canadiens, c'est surtout notre langue. Et je sais qu'ainsi le Québec a encouragé et continue à encourager l'immigration des Haïtiens ou des Sénégalais ou des Maghrébins en se disant voilà des francophones qui vont nous aider à préserver notre identité. Enfin moi, je crois que c'est une erreur, une grande erreur, exactement que font les républicains. Le fait que certains non-européens parlent français, ça n'est qu'un accident de la colonisation. Un Haïtien, à mon avis, ne peut pas devenir Québécois. Vous avez bien plus de points en commun avec un Blanc de Vancouver qui ne parle pas un seul mot de français qu'avec un Haïtien. Et je crois que peut-être au niveau inconscient, c'est quelque chose que le Québécois moyen comprend très bien. Je crois que c'est l'écrivain français Guillaume Faye qui a inventé le mot bioculture. Et c'est un mot qui souligne une vérité fondamentale. Et c'est que toute culture sort d'un certain groupe biologique. Et en l'absence de cette biologie, la culture va périr. Vous, en tant que Québécois de souche, moi je crois que vous avez le devoir sacré de préserver votre culture pour toujours. Et vous avez une obligation à l'égard de vos ancêtres et un devoir à vos descendants. Mais la seule manière d'accomplir votre devoir est de préserver la base biologique de votre culture. Seulement les descendants biologiques des créatures d'une culture peuvent la propager. Mais maintenant, je vais vous dire quelque chose qui vous paraîtra peut-être contradictoire. Moi, je vois la crise de l'homme blanc comme quelque chose de si grave que je peux envisager un temps où nous pourrions être obligés de sacrifier nos identités nationales ou ethniques pour préserver une identité qui est raciale. Si on considère mon cas à moi, je suis américain de souche. Mes ancêtres sont venus sur ces continents il y a 350 ans. Ils sont installés dans le sud. Ils se sont battus 2 fois pour l'indépendance. Une fois contre les Britanniques et une fois contre les Yankees.
Et j'ai une très forte identité d'Américain sudiste. Et par conséquent, j'aimerais que mes descendants soient des Américains sudistes aussi. Pourtant, si, dans l'avenir, la seule partie de ce continent où on trouvera une culture et une population authentiquement européenne, si cette partie trouvait dans cette belle place, par exemple, alors à ce moment-là, je préférerais que mes descendants soient québécois et francophones que d'être américains et anglophones et peut-être en même temps déracinés et métissés. Et si, même pour vivre au milieu européen, si, pour vivre dans ce milieu, il faut que mes descendants parlent ukrainien, alors bien alors, vive l'Ukraine. Bien sûr, j'espère que nous allons pouvoir préserver nos nations, et nos langues, nos régions, nos provinces, nos ethnies. Mais la base de tout ça, c'est notre race. Et chaque succès pour nous, n'importe où dans le monde, est un succès pour toute la race, et c'est pareil pour les échecs. Et dans la lutte, pour protéger tout ce qui nous est cher, nous sommes tous des compagnons d'armes. Et donc, je soutiens tous vos efforts pour maintenir un Québec fort et authentique et autonome, non seulement parce que c'est une nécessité pour vous, mais parce que c'est aussi une nécessité pour tous les Blancs partout dans le monde. Merci beaucoup.